Je vous emmène aujourd'hui en balade du côté de l'avenue Simon Bolivar. C'est une très longue voie qui serpente au pied du parc des Buttes-Chaumont dans le 19e arrondissement. Bon, c'est vrai, à première vue, je vous l'accorde, elle n'offre rien de spectaculaire. Mais si vous sortez des sentiers battus et que vous empruntez quelques chemins détournés, je vous promets de belles surprises et de belles rencontres dans le quartier que l'on surnomme le quartier du combat. Bon, je vous laisse. J'ai rendez-vous pas très loin d'ici, dans un drôle de vaisseau posé place du colonel Fabien. Allez, vous me suivez en selle pour un nouveau numéro de Paname. Bonjour capitaine. Bienvenue mon commandant, on va décoller. Tant mieux. Effectivement, là, on est au cœur de la fusée du bâtiment, là. Alors là, vous êtes dans la coupole Niemeyer. C'est un joyau. Qu'est-ce qui se passe précisément ici? Alors ici, vous êtes à la salle du Conseil national, qui est la salle donc, de direction du Parti communiste français. Mais c'est aussi une salle où on peut y entendre de la musique classique, des chorales. On y joue du théâtre aussi, on y projette des films. On n'y fait pas que de la politique dans cette salle. Ce qu'a voulu exprimer l'architecte Oscar Niemeyer, c'est la représentation de la fécondité, la naissance. Quoi de plus beau pour tout ce qui est porteur vers l'avenir, qui est porteur vers l'homme, et aussi un message qui est lié à ce lieu même, c'est l'émancipation humaine. Un jour, Le Corbusier dit à Oscar Niemeyer, « Mais mon cher Oscar, ce que tu fais est merveilleux. Tu as dans les yeux les montagnes de Rio, les vagues de Copacabana, les rivières sinueuses du pays. » Et Oscar lui dit, « Mais cher Le Corbusier, bien évidemment, j'ai ça. Mais ce que j'ai avant tout, au fond de moi-même, c'est les courbes libres et sensuelles des femmes. » Et lorsqu'il nous a quittés le 5 décembre 2012, ses pairs lui ont rendu un hommage en disant que c'était certainement l'un des plus grands architectes du XXe siècle, si ce n'est le plus grand. Cet homme-là a quand même conçu Brasilia, la capitale, et en partie le Palais des Nations Unies à New York. Est-ce que c'est du peu? C'est pas rien. Lorsqu'on lui a proposé le projet de construire, on lui a laissé la totale liberté de création. On lui a dit, Oscar, tu vois, nous avons besoin de salles de réunion, nous avons besoin de bureaux, tu fais ce que tu veux. On est compte qu'on dit ça, un architecte. Il a dessiné toute l'esquisse, il l'a dessiné en 3 jours, et il l'a fait à titre gracieux. Ça, c'est important. Beaucoup ont dit que sa générosité était plus grande que son art. Voilà, c'est pour nous, c'est plus qu'un architecte, c'est un ami, un frère. Et dans sa maison, et qui est un peu la vôtre aussi, est-ce qu'il y a un endroit, une pièce particulière que vous aimez plus particulièrement? Oui. Oui, il y a une salle que j'affectionne beaucoup. Nous avions accueilli le président Nelson Mandela lorsqu'il était libéré de prison. Vous me la montrez, cette salle? Oui, commandant, avec plaisir. Je vous suis. C'est donc ça la fameuse salle de délégation. Et voilà, c'est cette belle salle de délégation que j'affectionne énormément. On retrouve dans ces espaces la marque de Niemeyer, les lamelles,
le béton brut de décoffrage, ces courbes et surtout ce mobilier dessiné par Oscar Niemeyer. Là, on est dans les sous-sols. Nous sommes dans les sous-sols et je vous invite maintenant, nous allons monter en terrasse où là aussi vous allez en prendre plein les yeux. Ici, on voit la marque des arbres, le brut de décoffrage. Vous voyez, ce nœud des arbres, donc on voit l'influence de Le Corbusier sur Oscar Niemeyer. Vous allez voir la vue, c'est une grande merveille. Ah, c'est le clou du spectacle, là. On a une vue Alors, incroyable. voilà. Là, c'est une des plus belles vues des toits de Paris. Vous avez sous les yeux de Montmartre, la Tour Eiffel, les Invalides, Montparnasse, Beaubourg. Vous avez vraiment tout Paris sous les yeux. À nos pieds. Alors, ce qui est incroyable, c'est que Oscar Niemeyer, il a complètement inscrit son bâtiment dans la place, dans le quartier. Tout à fait. Ça s'intègre vraiment dans le quartier. Il est parti d'un HLM à côté, il s'est décroché du bâtiment pour faire une courbe. Mais en même temps, il a un de ses principes, c'est qu'il a laissé respirer la ville. Ça s'intègre bien dans tout l'espace. Et surtout, c'est un quartier foncièrement très populaire. Et donc, toute cette dimension, quartier populaire, espace, lieu historique, Oscar Niemeyer s'en est vraiment imprégné pour faire ce chef-d'œuvre, quoi. Et en tout cas, Oscar Niemeyer a fait un beau cadeau, pas simplement qu'à nous-mêmes, mais aux Parisiens, aux Parisiennes, et puis à la France. Et en même temps, il nous offre une super vue. On en profite ? On en profite. Hop, 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 hop. Ah. Hop. Rompez, mon colonel. Ah oui, vous avez raison. Comment ça va ? Bah, très bien. Dites-moi justement, on est place du colonel Fabien. Qui était donc ce colonel Fabien ? Alors d'abord, colonel Fabien, c'est un nom de résistant. Derrière ce nom se cache celui de Pierre Georges. Un garçon qui est né en 1919, fils d'artisan boulanger, il perd sa maman très jeune, donc il va travailler dans la boulangerie familiale, et puis après, il va devenir poseur de rail, métallurgiste, et il rentre aux jeunesses communistes. Et là, il est passionné, fasciné par ces combats. Alors, il va partir notamment pour la guerre d'Espagne, et là, c'est un vrai combat, il va être blessé à plusieurs reprises, il va rentrer en France. Et quand la guerre éclate, il a quoi ? Il a tout de suite 20 ans, en 1939. Et il va se lancer à corps perdu dans la résistance. Il va prendre un premier pseudo, qui est celui de Fredo, puis on va le retrouver avec le pseudonyme de colonel Fabien. Il va organiser la résistance et les forces françaises de l'intérieur un petit peu partout. Il va participer à la libération de Paris en 1944 avec la 2e DB du général Leclerc. Et puis après, il va faire partie de l'armée de Delattre, partir pour libérer la France et libérer l'Allemagne, seulement à la frontière, juste là, en Alsace. Il manipule une mine, ça explose et il disparaît. Il avait 25 ans. Remontons au XVIIIe siècle. Ici, il se passait de drôles de choses. Hein. Oui, juste avant 1945, on appelait ça la place du combat. Parce que, évidemment, si on remonte au XVIIIe, si on lit les archives, il y avait des combats. Mais des combats de chiens, pas des combats entre les hommes, des combats entre un chien et un chien, entre un chien et un loup, un chien et un ours. Enfin, il y avait des combats absolument affreux, donc qui n'ont rien à voir avec ces combats libérateurs menés par le colonel Fabien. Je vais poursuivre ma balade. Oui. Avenue Simon Bolivar. Là aussi, un grand combattant. Oh oui, alors là, lui, c'est un combattant de l'Amérique centrale. Ce qu'il voulait, avant tout, il est vénézuélien d'origine, il est né à Caracas. Ce qu'il voulait, lui, c'est libérer l'Amérique du Sud de l'emprise de l'Espagne. Alors il va se battre et il va vouloir faire une nation complète. Il va libérer le Pérou, il va libérer bien sûr le Venezuela, mais aussi la Colombie. Bref, son nom est devenu célèbre parce que son nom a été donné à celui d'un chapeau, le Bolivar. Mais aussi, la Bolivie s'appelle comme ça, c'est grâce à Simon Bolivar. Alors, belle promenade. Merci Frédéric. Merci. Je vais d'abord passer par la butte bergère. Ah ben, vous la saluez pour moi. Je pense qu'elle se souvient bien de vous. Allez, bon baiser. Oui, merci. Escroc. Bon allez, courage.
Ça se mérite, la butte bergère. Vous pourriez pas les faire un peu moins haut, les buttes à Paris? Ah Gérard, ça tombe bien, c'est vous que cherchez. Ben ça c'était épatant. Bienvenue sur la butte bergère. Je confirme, hein, c'est bien une butte, ça monte. Hein. Ah oui mais ça vous fait des beaux mollets aussi quand même. Vous trouvez? Encore plus beaux que ce qu'ils étaient avant. Pourquoi ça s'appelle butte bergère déjà? Au départ, lorsque Napoléon III a fait les buttes Chaumont, c'est-à-dire les Tuileries du peuple, on a enlevé des centaines, voire des milliers de tonnes de terre qui ont été amenées ici. Bon, donc au départ, ça n'était pas plat comme ça. Et c'est resté comme ça un bon bout de temps. Et après la Première Guerre mondiale, il y a eu un stade ici qui s'est appelé le Stade Bergère, en hommage à un jeune joueur de rugby qui a été tué dans la première semaine de la guerre de 14. Et qu'est-ce qu'il est devenu ce stade? Il est resté actif jusqu'en 1926. Rien n'était construit ici parce que c'est sur des carrières. Donc ici, on disait c'est inconstructible parce que les maisons vont s'effondrer. Bon. Et à partir de 26, quand même, des promoteurs se sont dit c'est un bel endroit. On va construire pas des tours parce que leur espérance de vie serait de 10 minutes, mais on va construire ce que vous voyez là, c'est-à-dire des petites maisons et des petits immeubles. Surtout, ce qui est incroyable, c'est que c'est caché. On ne vous voit pas. C'est vrai. De la rue Simon Bolivar, même du parc des Buttes-Chaumont, on ne sait pas où c'est la cité bergère. C'est exactement ça, vous avez raison. Parce qu'il faut monter des marches. Vous avez fait l'effort. Beaucoup de gens ne le font pas. Alors maintenant, c'est vrai qu'on commence à en parler. Alors on a des petites colonies de vacances qui passent des fois. Mais c'est vrai qu'on est tombé amoureux de ce coin. Voilà, on peut dire. Alors c'est un village ou pas? On a créé une assoce en arrivant ici, tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il y avait des mamans qui faisaient un petit carnaval. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas créer une assoce? Et ce que nous a dit un copain qui était là, qui est parti maintenant, il nous a dit, écoutez, heureusement que vous avez créé l'assoce, parce que ici, avant, c'était un cimetière. Alors il y en a des gens qui disent, il exagère, mais on n'a pas inventé ça. Les gens étaient assez refermés sur eux-mêmes, et finalement se connaissaient peu. Voilà. Et c'est vrai que c'est plus du tout le cas. Qu'est-ce qu'elle a permis, cette association? Elle a permis, par exemple ici, regardez, vous voyez, il y a ce local-là, l'utopisterie, et elle a permis que des gens se connaissent. Il y a 160 membres, adhérents de l'association, et on peut dire que des liens assez forts se sont créés, vraiment, des liens d'amitié. Donc on fait quoi? On fait la fête? On fait la Java, de temps en temps. Il y a la commission Java qui se réunit avec la vodka déguisée en Perrier. Non, mais on fait aussi souvent qu'on peut la fête. Tous les mercredis, on fait ici des légumes biologiques. Les gens viennent commander. Vous voyez, à part ça, il y a un autre endroit important, c'est le jardin partagé. Ah, il y a un jardin partagé? Un terrain qui a été mis à notre disposition par la ville de Paris et où les gens ont un petit carré et c'est un peu la place du village. Vous m'y emmenez? Why not? Allez, on est parti. On y va. Hop, je prends mon vélo. Hein. On y va, on y va. Bon bah il est où ce jardin? Eh bien le jardin, tu vas voir, il est là. Ah ouais, la vue! Oui, alors ça, là, ici, effectivement, c'est une vue quand même Ah bah c'est exceptionnel. sans doute assez rare à Paris, c'est ça. Le jardin il est là. Le jardin est là. Voilà le jardin partagé, tu vois ici. Chacun sa petite parcelle. Chacun a sa petite parcelle, son petit carré, s'en occupe. Partage quelquefois quand même avec le voisin, n'est-ce Ça pas? sent bon. Voilà. Et donc là, tu vas voir, au travail, Ah bah voilà. d'éminentes jardinières. Chantal, regarde, en plein travail. Et voilà, et aussi, ici, regarde, Sophie. Bonjour Sophie, bonjour Chantal. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment dans le jardin? En ce moment, dans le jardin, comme il a beaucoup plu, on enlève l'herbe. Ça c'est de l'oseille? C'est de l'oseille, des soucis, salamandre qui est envahissante. Ouais, c'est du chien dans ça. Ouais, et Ah, il reste des fraises. il reste des Ah oui, les fraises. oiseaux s'en sont occupés.
Dites-moi, Gérard me disait ici que c'était la place du village. Ah bah oui, il y a la table, il y a les chaises, il y a les gens qui se baladent et on raconte la vie quotidienne. Et puis le samedi et le mercredi, quand il fait beau, il y a plein de gens. Et l'été, il y a aussi des apéros, donc c'est superbe. Alors on m'a dit qu'il y avait des abeilles aussi. Elles sont où les abeilles? Ah, Gérard, les abeilles. Il y a combien de ruches? Il y a 9 ruches actuellement, je pense, 9 ruches, mais cette année, on a quand même fait 240 ou 250 kilos de miel de la butte bergère. C'est énorme. Excellent, pareil. Elles sont bien productives les abeilles ici. Et ce miel de la butte bergère, on ne roule pas les mécaniques, on nous dit toujours le miel de l'opéra. Ouais. C'est pas pour dire, mais on est sûrement, allez, on va dire, meilleur qu'eux. Il a quel parfum? Ah bah il paraît qu'il est multifleur. Multifleur. C'est que du bonheur de vivre ici. Écoute, oui, c'est-à-dire il faudrait plus de lieux comme ça, c'est pas grand-chose. Dans une ville, il faut plus de lieux où les gens puissent se rencontrer, planter un brin de persil, éventuellement dire je te donne mon persil, tu me passes ta ciboulette. Et ça marche vraiment comme ça? Ça marche beaucoup comme ça. C'est pas grand-chose, mais ça crée un lien très fort, voilà. Donc j'ai envie de dire, jardiniers de tous les pays, unissez-vous. Voilà ce que je te dis. C'est possible. Et il n'y a pas de vandalisme, il n'y a pas... Je vais te raconter un dernier truc. Quand on a mis les trucs dehors, il y avait des mômes là-bas, il s'approche de moi, il me dit « T'en fais pas, papy, on n'y touchera pas à ton herbe, c'est pas celle-là qu'on aime. » J'ai dit « Ah, bravo les gars. » Gérard, enfin, papy, je peux vous appeler papy? Mais il n'y a pas de problème. Hein. Je vais vous laisser. Maintenant, vous savez qu'avec les papys, on fait du compost ici? Comment ça? Ah si, c'est normal. Enfin, il faut bien quand même végétaliser. Donc quand le papy est arrivé au bout du compte, on le composte. Donc je suis très fier. Allez, je vais vous laisser en charmante compagnie avec vos belles jardinières. Voilà, absolument. Je vais vous offrir un petit bouquet Ah, c'est Voilà. gentil. de saison. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Vous avez de l'oseille, des blettes, de la ciboulette chinoise, du thym, du fenouil et comment on appelle ça en français? Ah, j'ai un trou. Les capucines. Les Des capucines. Voilà, donc tout se mange. Ça sent bon. Je vous Ouais. embrasse. Hein? Merci, ça me fait plaisir. À bientôt. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Bonjour Calais. Oh, salut. Enfin, je sais pas comment je dois vous appeler, Calais ou Magali Magique? À Calais, Magali est unique. Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est arrivé à ras-le-bol. Racontez-moi, c'était qui Magali Magique? Magali Magique, en fait, j'ai été danseur avec Dorothée. Et alors, j'ai fait 59 fois Bercy avec Dorothée, les clubs Dorothée, sans compter les tournées et sans compter tous les restes, toutes les télés. Et du coup, avec un copain, un Cubain, Jorge, un danseur, il a dit on va former un couple de danseurs. Danseurs et danseuses. Jorge et Magali. Sauf que Jorge a continué à danser et moi, je suis devenue Magali Magique. M. C'était très belle quand même, la Magali. Je l'ai créée, en fait. Je me suis rendu compte que j'étais mariée. J'avais une femme. Il y avait moi, qu'on ne connaissait pas, et il y avait Magali. Mais la Magali, elle m'a bouffé tout le monde, elle m'a caché. Il fallait l'habiller, acheter ses maquillages, ses perruques, ses chaussures, et ses robes. Il fallait qu'elle soit belle. Et je dis non. Pour gagner rien du tout, c'est pas la peine. Alors, j'ai décidé d'arrêter. Ah, vous êtes surtout danseur. Comment vous êtes arrivé en France? Vous êtes brésilien, Calais? Ah, c'est un truc incroyable. J'ai commencé à danser tard, à l'âge de 25 ans, en fait. Des amis qui voyageaient beaucoup, ils m'ont dit «
Vas-y, casse-toi, il y a un cabaret à Paris pour toi, l'Alcazar de Paris. Si tu restes ici, tu n'as aucune chance. Et pendant 1 an, j'ai économisé. J'avais 800 élèves. Je donnais des cours de danse au bout de 2 heures de danse. C'est incroyable, un truc. Et alors, je suis arrivé à Paris avec un rêve. Et mon rêve, c'était l'Alcazar de Paris, avec $3000 dans la poche. Et je dis, si ça ne marche pas, je retourne. Je ne suis pas venu pour prendre la place de quelqu'un, je suis venu pour prendre la place de mon rêve. Et le premier jour, pas de place, pas de problème. J'avais les cheveux là, frisés, 70 kilos, la bombe latine, bien bronzée, les yeux bleus. 10 jours avant que mon visa soit terminé, on m'appelle de l'Alcazar de Paris et j'ai eu quoi? Une audition privée. Et j'ai été engagé premier danseur. Ils m'ont fait les papiers et la totale. Et après, c'est parti. Et après, c'est parti. J'ai eu un CDI tout de suite. Même là, maintenant, je rigole, mais je dis, est-ce que tu as fait tout ça? Est-ce que tu as pu faire tout ça en si peu de temps? Si peu de temps, quand même, c'est 20 ans. Donc c'est pas un rêve. C'est pas un rêve. C'est un rêve que c'est... Qui s'est réalisé. Que c'est réalisé, que c'est veillé, que c'est... qui a pris racine. Mais c'est parce que tout ça, c'est léger, en fait. Et pourquoi vous dites tout ça, c'est léger? Et mes mains. Mes mains, c'est très léger, c'est très... Et ça, en fait, c'est un signe de souplesse. Le fait de quoi? D'avoir les... De voir la plante, là, il va les doigts bien. Essayez. Ah, vous êtes souple, alors. J'arriverai pas à faire ce que vous faites. Faites comment? Montrez-moi. Vous voulez, moi? Allez, on y va. Chat. Bravo, Ça Kay. tient. Moi, j'arrête Ça pas. tient. Pas la droite. La droite est mal au point en ce moment. La gauche aussi, mais elle va mieux. Vous vous entraînez tous les jours? Non, je ne m'entraîne plus du tout. Depuis 98, plus un cours de danse, plus un autre... rien. Et aujourd'hui, vous êtes invité dans le quartier, rue Simon Bolivar, enfin à côté. Juste là, rue Beaux-Arts, un petit truc, 20 mètres carrés. Hein, c'est pas moi, c'est loué. C'est un quartier d'amour. Je connais tout le monde. Je suis bien. Je suis heureux. Alors, et en plus, avec Aiglon, en fait, la boutique a fait faillite et Aiglon était à la rue avec la fleuriste. Il allait se faire piquer. Il y a une vieille dame au Franprix qui m'a dit « Monsieur Calais, Aiglon va aller te faire piquer dans 2 jours. Non. Je venais d'avoir ma retraite à 60 ans, ma petite retraite, mais bon. Et je dis, je prends le chien. Là, j'ai le temps. C'était génial. C'est génial. Et depuis 5 ans, nous sommes ensemble. Donc vous êtes à la retraite aujourd'hui, mais vous vous occupez quand même de gens, de dames? Oui, je m'occupe de mes 2 petites grand-mères. Et je fais ça pour ma petite retraite. Et parce qu'en fait, je m'occupe de mes grand-mères que je n'ai pas eues. En fait, j'ai découvert ça au bout d'un moment, que c'était pas que pour avoir un peu plus. Et là, j'ai découvert une petite famille. Vous n'avez aucun regret de la vie d'avant? Aucun. Et le spectacle, c'était... C'est incroyable. Mais tout ça, c'est fini. On ne peut pas rester toujours en avant. Et je n'ai pas envie d'être un vieux travesti ou un vieux transformiste, un nigri. Non. Calais, je crois qu'on va s'arrêter parce qu'il y a des musiciens qui sont en train de s'installer et ils vont nous interpréter une chanson qui s'appelle Simon Bolivar. D'accord. Je vais aller les écouter. C'est mon quartier. Merci. Avenue Simon Bolivar, avenue, avenue Simon Bolivar, avenue, avenue Simon Bolivar. Ce samedi, nous étions tous là, autour d'un whisky et d'un cigare, avec François et Nicolas. On a chanté sur ces boulevards, aux côtés du prolétariat. L'international
nationale, 30 ans plus tard, nous chantons l'Ave Maria. C'est sur cette belle chanson de Monsieur Pierre, un enfant du quartier, que se termine cette émission sur l'avenue Simon Bolivar. Je vous invite à nous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. N'oubliez pas de nous voir ou de nous revoir sur les réseaux sociaux et sur france3.fr. Allez, à la semaine prochaine. Simon Bolivar, avenue, avenue, Simon Bolivar, avenue, avenue, Simon Bolivar, avenue.